Que vous soyez un leader expérimenté ou que vous veniez tout juste d'entrer dans le business, les négociations sont inévitables, que ce soit avec votre équipe, vos clients ou vos partenaires. Savoir comment aborder les négociations est crucial, car comme nous le savons tous, nous ne pouvons pas toujours imposer notre volonté. La négociation est l'outil qu'on utilise lorsque nous devons trouver un terrain d'entente. Aujourd'hui, je vais te montrer comment le faire de manière efficace. Bienvenue dans Ça va aller, où je t'aide à libérer ton potentiel en tant que leader en explorant des sujets essentiels du type le business, la gestion, la stratégie et la négociation. Je m'appelle Liliane, mais tu peux m'appeler Lily. Et aujourd'hui, je te parle de la négociation. Effectivement, c'est le deuxième épisode, mais c'est un sujet qui est extrêmement important et qui peut t'aider tant dans le cadre professionnel que dans ta vie perso, quand tu dois négocier des choses avec ton partenaire, tes enfants, lorsque tu veux acheter une maison. En tout cas, la négociation est partout. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus précisément à comment être extrêmement successful dans tes négos en utilisant trois concepts clés. Le premier, c'est ta meilleure alternative à un accord signé, ce que les anglophones appellent BATNA. On va aborder ce que c'est que le prix de réserve et on finira ensuite avec la zone d'accord possible, que les anglophones appellent ZOPA. Alors, quand est-ce qu'il faut négocier? En général, c'est lorsque tu ne peux pas imposer directement ta volonté, mais il est extrêmement important de ne jamais négocier lorsque tu penses que ce ne sera pas à ton avantage. Donc, ne négocie que quand tu sais que ça va être à ton avantage. Une bonne négociation se produit lorsqu'il n'existe pas de meilleure alternative. Pense à un scénario type. Un de tes meilleurs employés, bon, on va l'appeler Charles, est courtisé par une autre entreprise. Perdre Charles serait coûteux, mais peut-être pas aussi coûteux que de négocier une offre pour le garder. Dans ton esprit, tu pèses le coût de lui offrir des incitations financières ou peut-être un meilleur rôle contre celui de le perdre. C'est le cœur de toute négociation. Évaluer les alternatives et comprendre quand un accord a du sens. Voyons maintenant le framework sur lequel repose toute négociation réussie. Comme je te disais ultérieurement, il y a trois concepts clés qui vont orienter ton approche. Le premier, c'est la meilleure alternative à un accord signé. Donc, comme je te disais, ça s'appelle BATNA. Le deuxième concept, c'est ton prix de réserve. Et en fait, c'est ton point de rupture. C'est-à-dire, au-dessus de ce prix-là, c'est no way. Tu ne négocies pas, tu arrêtes la négo. Et puis, il y a ce qu'on appelle, comme je te disais, la zone d'accord possible ou encore la fourchette dans laquelle un accord est possible. Et encore que ce que les anglophones appellent ZOPA. D'accord? Donc aujourd'hui, on va parler de ces trois concepts qui sont importants. Si tu maîtrises ces trois concepts, tu vas voir que dans tes négos, tu vas être beaucoup plus carré, tu vas être beaucoup plus conscient ou consciente de tes limites et ça va te permettre de driver la conversation et surtout de ne pas laisser place à l'émotion, émotion qui des fois nous fait partir un peu, nous fait perdre le contrôle en fait des négos qu'on essaie d'avoir. Donc ces trois éléments vont te permettre de rationaliser les choses. Donc comme je te disais,
On va commencer par la meilleure alternative à un accord signé, ou encore ce que les anglophones appellent BATNA, ou encore Best Alternative to a Negotiated Agreement. Donc, la meilleure alternative à un accord signé, en fait, c'est un concept qui a été créé par Roger Fisher et William Ury. Et en fait, c'est simple, mais c'est très puissant. Ta meilleure alternative à un accord négocié est ce que tu feras si la négociation n'aboutit pas. OK? En d'autres termes, quelle est ta meilleure option si les discussions échouent? Bon, voici un exemple. Imagine une consultante négociant avec un client potentiel pour un gros projet. Franchement, ça me fait trop penser à ma propre situation. Des fois, je suis en train de réfléchir, est-ce que je prends ce client, est-ce que je ne le prends pas? Si je ne le prends pas, le temps que je vais investir à faire autre chose, etc. Donc, c'est vraiment des concepts très réels. Donc, la consultante, elle est en train de négocier avec un prospect pour un gros projet. Mais avant d'entrer dans la réunion, en fait, elle sait que sa meilleure alternative à un accord négocié, c'est peut-être de consacrer du temps à d'autres clients pour un projet différent qui lui rapportera, par exemple, on va dire 15 000 euros. Donc, elle a déjà fait ses calculs. Donc, si le nouveau client ne propose pas quelque chose de mieux, elle peut quitter la table de la négo en toute confiance. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que sans connaître ta meilleure alternative à un accord signé, tu ne sauras pas arrêter la négo au bon moment. Certaines personnes commettent l'erreur d'être trop optimistes ou de refuser même une bonne offre parce qu'elles ne comprennent pas vraiment quelle est leur meilleure alternative. Et tu as d'autres personnes qui peuvent accepter une mauvaise offre parce qu'elles n'ont pas exploré les options en profondeur. Et en fait, c'est ça le concept de la meilleure alternative à un accord négocié. Et parce que c'est important, parce que ça va t'aider à ne pas prendre de mauvaises décisions. Donc, si tu veux une meilleure alternative à un accord signé, quand tu es clair, ou encore ce que les anglophones appellent le BATNA, si tu es clair sur ton BATNA, si c'est solide, ça va te donner du pouvoir à la table de la négo, parce qu'en fait, tu seras clair. Et du coup, tu vas pouvoir négocier des conditions plus favorables, car en fait, tu sauras très bien que, bah écoute, de toute façon, tu as une solution de repli. Maintenant, si ton BATNA ou ton alternative à cette négo est plutôt faible, tu vas être dans une position de faiblesse et tu vas avoir tendance à accepter ce qui est sur la table, même si ce n'est pas réellement dans ton intérêt. Donc revenons à l'exemple de la consultante. Et si jamais elle n'avait pas d'autre travail en perspective, effectivement, elle serait en difficulté et elle serait peut-être obligée d'accepter une offre inférieure juste pour éviter de se retrouver dans une situation où elle n'a pas de revenus qui rentrent. Donc, il est crucial non seulement de connaître ton BATNA ou encore ton alternative à la négo, c'est-à-dire si le deal ne se fait pas, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu sois clair là-dessus. Et si tu peux, essayer même de voir comment tu peux améliorer ton BATNA, c'est-à-dire cette autre alternative au deal. Donc, on va juste envisager 3 stratégies possibles. Donc, tu peux effectivement améliorer, donc trouver de meilleures alternatives avant même d'entrer dans la négo. Et ça, c'est ce que je recommande à tout le monde. Et en fait, typiquement, je revois encore la situation où il y a quasiment 3 ans, j'ai acheté ma maison. Et en fait, je me suis dit, pour que je puisse bien négocier et puis que je ne sois pas en panique, il faut que j'ai d'autres options. Et donc, effectivement, je regardais, j'avais deux autres options qui m'intéressaient. Et je dois dire que même psychologiquement, le fait de savoir que j'avais 2 autres options, ça fait que quand je suis rentrée dans la négo avec
via comment dire, le courtier, eh ben, je me sentais moins dépourvue. Enfin, j'ai l'impression que j'étais moins stressée, clairement. Donc, ça a un effet même psychologique. Une autre alternative, dans certains cas, c'est d'identifier le BATNA de l'autre partie, c'est-à-dire quelle est l'autre alternative à la négo que la personne en face de toi a. Idéalement, si tu peux identifier leurs alternatives, ça va te donner plus de levier parce que tu sauras un peu comment gérer ta négo. Et puis, il y a un autre aspect qui est aussi important, si possible. Alors, je conseille de le faire, mais bien sûr, en restant dans tout ce qui est autorisé par la loi, bah, c'est de voir si tu peux affaiblir le BATNA de l'autre partie, c'est-à-dire quelles sont les autres alternatives que la personne en face de toi a et est-ce que tu as des leviers pour affaiblir ces alternatives? Est-ce que tu peux? Et ça, c'est pas toujours possible. Euh, mais voilà, et dans certains cas, on a vu des entreprises qui étaient en train de négocier un rachat et qui ont du coup racheté les autres entreprises qui pouvaient racheter l'entreprise avec laquelle elles étaient en négo, par exemple. Bon, ça, c'est pas, c'est pas possible pour tout le monde. Donc voilà, trois stratégies tu peux envisager pour t'aider donc à renforcer ta négo. Alors, maintenant que tu comprends ce que c'est que le BATNA, ou encore ce qu'on appelle la meilleure alternative à un accord signé, je te propose d'aborder ce qu'on appelle le prix de réserve, ou encore ton point de rupture. Donc en fait, le prix de réserve, c'est l'accord le moins favorable que tu es prêt à accepter. En gros, c'est ta limite. Et donc ça, c'est important d'être clair là-dessus. C'est un peu lié au BATNA, ou encore à ce qu'on appelle ta meilleure alternative à un accord signé, mais c'est pas toujours la même chose. Par exemple, on va dire que tu négocies la location d'un nouveau bureau pour ton business. OK? Ton loyer actuel, on va dire qu'il est à 20 euros par mètre carré. Donc ça va être ta meilleure alternative à un accord signé ou encore ton BATNA. OK? Maintenant, tu te dis peut-être que tu serais prêt à payer plus, disons 30 euros par mètre carré, pour te rapprocher de tes clients. Donc, par exemple, tu as un bureau qui est un peu éloigné du centre-ville, tu serais prêt à payer un peu plus pour trouver un point un peu plus central. Donc, finalement, dans ce cas précis, ton prix de réserve va être 30 euros et pas 20 euros, même si ton alternative, un meilleur deal, est 20 euros. Mais en fait, tu sais que tu peux monter jusqu'à 30 euros. Par contre, tout ce qui va dépasser ce montant va faire que tu vas te retirer de la négo. Pourquoi le prix de réserve est important? C'est qu'il va te permettre de rester ancré et il va t'empêcher de te laisser emporter. Tu sais, des fois dans la négo, on reste un petit peu, on peut s'emballer un petit peu. Euh, et ça va te permettre de garder les pieds sur terre. Et ça va te permettre d'accepter uniquement un accord qui va te convenir réellement. Encore une fois, exemple perso, quand j'ai acheté ma maison, j'avais d'autres alternatives. Et à un moment donné, il y avait une alternative qui me tentait pas mal, dans un très bon quartier où justement j'avais toujours loué des appartements et je m'étais dit, mon Dieu, ce serait un peu mon rêve d'habiter là. Et en fait, j'ai visité une toute petite maison qui était mignonne, qui était très charmante. Mais finalement, le coût du mètre carré,
était extrêmement élevé et ça fait que j'ai explosé un peu mon budget. Mais j'avais le budget, mais la personne qui m'accompagnait ce jour-là m'a dit, mais et en fait, elle m'a rappelé quelles étaient mes alternatives ou mon alternative principale et elle m'a dit, mais c'est quoi ton prix de réserve? Et la personne m'a dit de manière rationnelle, pour ce quartier-là, cette superficie-là, c'est trop cher. Et en fait, ça m'a permis de, je dirais, sur le coup, d'identifier mon prix de réserve et de me dire, non, non, tu peux pas aller plus loin que ça. Donc c'est ça l'intérêt du prix de réserve. Ok, parlons maintenant de ce qu'on appelle le ZOPA, ou encore ta zone d'accord possible, ou encore la fourchette de prix dans laquelle tu sais que, ok, il peut y avoir négo. Donc les anglophones appellent ça Zone for Possible Agreement, ou encore ton ZOPA. C'est là que la magie opère. C'est la fourchette où les deux parties peuvent s'entendre. Donc s'il n'y a pas de chevauchement entre ton prix de réserve et celui de l'autre partie, il n'y a pas d'accord possible. Donc je sais pas, imagine que tu veuilles acheter un bien, un bien immobilier, et que tu sois prête à aller jusqu'à, je sais pas moi, 275 000 euros, mais que le vendeur ne prendra pas moins que 250 000 euros. Donc la zone d'accord possible, ou le ZOPA, se situe entre 250 000 euros et 275 000 euros. Donc tu as une marge de négociation. Mais on va dire que si ton prix de réserve n'était que 250 000 euros et celui du vendeur 275 000 euros, il n'y aurait pas de zone d'accord en fait. Cette fourchette n'existerait pas. Donc, pas de chevauchement. Du coup, aucun accord ne pourra être contenu à moins que l'une des parties ne décide de modifier ses termes. Donc, connaître ta zone d'accord va t'aider à voir si tu peux pousser ou pas et si tu dois peut-être maintenir ton prix fermement. Une fois qu'on a dit ça, il y a un élément qui est super important, qu'il faut toujours garder à l'esprit. Une négociation ne consiste pas seulement à obtenir de la valeur, mais il s'agit aussi d'en créer. Et ça, je veux dire, je pense que quand on rentre dans des négociations dans le cadre de nos vies perso, ça- tout dépend des personnes qu'on a en face de nous, mais on ne pense pas toujours à créer de la valeur. Dans le cadre du business, dans la tech notamment, euh, pour ceux qui ont bossé dans la tech ou qui y travaillent encore, parce qu'on est sur des cycles de vente qui sont extrêmement longs et qu'on a beaucoup de complexité, on a pas mal d'intervenants. En fonction de la taille du deal, on peut être sur des deals qui durent très très longtemps, qui durent 9 mois, qui durent... Et donc du coup, il y a des deals qu'on veut vraiment pas perdre. Et donc, on est souvent sur des négociations où on a vraiment on n'oublie pas l'importance de créer de la valeur. Et en fait, c'est ce qui transforme pour moi un bon négociateur en un excellent négociateur. Donc l'idée est simple. Tu renonces à quelque chose qui a moins de valeur pour toi en échange de quelque chose qui compte plus pour, pour toi. Donc en fait, les deux parties repartent avec un sentiment d'avoir gagné quelque chose. Donc on va prendre un exemple un peu différent, parce que j'ai tendance à parler un peu trop de la tech. Euh, ok, on va dire qu'on a deux parties, on va dire qu'on a deux personnes. Moi, je vis en Irlande, donc on va dire qu'on a Connor et Kiran. Tous les deux sont
collectionneur de tableaux irlandais, on va dire de tableaux rares. Et on va dire que Connor possède un tableau de Yeats et que Kieran, forcément, désire vraiment ce tableau-là. Et Kieran, lui, a un tableau de Paul Henry que Connor a besoin d'ajouter à sa collection. En fait, il finit par conclure un accord de 350 000 euros, plus échange de tableaux. Et finalement, les deux repartent heureux car ils ont échangé quelque chose de moindre valeur contre quelque chose qu'ils valorisent bien plus. Donc la création de valeur, comme celle-ci, est la manière de transformer les négociations d'un scénario peut-être à l'origine gagnant-perdant en un scénario gagnant-gagnant. Il faut quand même reconnaître que ça nécessite une pensée créative et en fait, ça nécessite aussi une curiosité de se demander ce que l'autre valorise et de trouver ensuite les moyens de négocier afin de trouver un bénéfice mutuel. Ça nécessite aussi de vouloir maintenir une relation peut-être sur du long terme. Ok, donc si on récapitule, voici les points clés qu'il faut que tu retiennes. Il est important de connaître ton BATNA. D'accord? Ton BATNA, je te rappelle ce que c'est. Ton BATNA, c'est la meilleure alternative à un accord signé. Il est important que tu l'identifies de manière claire parce qu'en fait, c'est ton filet de sécurité. Il faut que tu fixes ton prix de réserve. Il est important de connaître ton point de rupture. Il faut comprendre aussi, identifier la zone d'accord. Quelle est la zone d'accord possible? Et puis finalement, peut-être qu'on peut bouger les choses un petit peu si on a un état d'esprit ouvert et qu'on va chercher à créer de la valeur. Et ça nécessite de trouver des moyens de rendre les négociations possibles pour les deux parties. Donc, lorsque tu préparas ta prochaine négociation, que ce soit avec un client, un fournisseur ou même avec ton équipe, réfléchis à ces concepts. D'accord? Pose-toi la question. Quel est ton BATNA? Quel est ton prix de réserve? Est-ce qu'on a une zone d'accord possible? Et n'oublie pas, plus tu te prépares, plus tu seras confiant ou confiante et efficace à la table des négociations. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui pour cet épisode de Ça va aller. Si tu as trouvé cet épisode utile, abonne-toi et partage-le avec ton réseau. Je suis Liliane, tu peux m'appeler Lily. Et je te donne rendez-vous la prochaine fois où nous explorerons un autre sujet essentiel lié au leadership ou peut-être tout simplement à ta réussite ou à ton bien-être global. D'ici là, je te souhaite de bonnes négociations. À très vite. Passe une belle journée.